Si vous êtes d'accord, monsieur le juge, nous allons commencer nos auditions. Absolument, oui. Nous allons donc appeler à la barre un premier expert. Je vais demander donc à monsieur Jean-Paul Delahaye de venir se mettre donc à la barre. Et monsieur Delahaye, vous allez commencer par produire la prestation que nous attendons de vous, c'est-à-dire nous jurer de dire la vérité, avec la vérité, mais toute la vérité. Et vous allez commencer par lever la main droite et dire « je jure ». Je jure. Et, on a besoin de vous, monsieur Delahaye, parce que le jury qui est présent, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vous le jury. À la fin de la prestation, vous aurez à voter. C'est vous, après avoir entendu les experts, les témoins, les parties civiles, nous vous poserons la question de savoir si nous devons condamner ou acquitter nos prévenus. Mais nous avons besoin de vous parce que je pense que les DRH présents dans la salle, de la même façon que nous, en tant que cours, ne savons pas très bien ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc nous avons besoin de vous et de vos qualités pédagogiques indéniables pour en très peu de temps nous resituer ce qu'est et ce que n'est pas l'intelligence artificielle, et puis d'essayer de nous donner les grandes lignes de cette évolution. Donc, à vous la parole et beaucoup de courage pour nous permettre de comprendre. C'est très gentil. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, il y a toutes sortes de définitions qui ont été montées dans l'intelligence artificielle. Je vais utiliser la plus simple et la plus directe. C'est les travaux d'informatique, en général. C'est les travaux d'informatique qui cherchent à imiter des capacités humaines qu'on considère intelligentes. Et donc, par exemple, jouer aux échecs, pendant très longtemps, ça a été considéré comme le summum de l'intelligence. Jusqu'au jour où certains ordinateurs ont réussi à bien jouer aux échecs, voire à battre le champion du monde. Auquel cas, à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit ben non, finalement, ça ne nécessitait pas tellement d'intelligence. C'est quelque chose qui se produit souvent en intelligence artificielle. Quand on réussit à faire une tâche qu'autrefois on considérait comme intelligente, au moment où on réussit à la faire, il y a des gens qui disent que finalement, ça ne nécessitait pas d'intelligence. Donc, faut être un peu plus fair-play et accepter l'idée que de temps en temps, les informaticiens réussissent à faire des systèmes qui imitent certaines capacités humaines et toutes ces choses qu'on arrive à faire qui nécessitent certaines capacités d'intelligence qu'on considère propres de l'homme, qu'on a considéré parfois comme propres de l'homme, eh bien, l'intelligence artificielle réussit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Ce qu'elle n'est pas, l'intelligence artificielle, c'est la capacité. Ce qu'elle n'a pas aujourd'hui et ce qu'elle n'est pas, c'est une science qui vous fabrique des robots que vous pouvez confondre avec des humains. Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer des robots qu'on peut confondre avec des humains. Et quand on dit qu'on peut fabriquer des robots qui vont conduire aussi bien, des voitures autonomes qui vont conduire aussi bien que les humains, il y a beaucoup de naïveté dans cette idée-là. Voilà, tant que je peux développer ce thème. Oui, les journalistes aiment bien un petit peu faire peur ou accroître les effets d'annonce. Et quand on sait faire un véhicule qui va savoir se déplacer tout seul sur une autoroute, on aime bien dire que ça y est, demain vous allez monter à l'arrière de la voiture et vous allez conduire lire votre journal pendant que la voiture vous amène là où vous voulez. La réalité est quand même beaucoup plus complexe et réellement réaliser une voiture autonome qui pourrait conduire dans Paris, par exemple, place de l'Étoile à 6h du soir, et puis savoir se faufiler, s'arrêter quand il faut, faire un petit peu de bluff avec son voisin pour qu'il vous laisse passer, etc. Ça, c'est pas pour demain. Un spécialiste de ces choses-là, qui est un professeur à Berkeley, quand on lui demande de faire des prédictions sur le moment où on réussira à faire une voiture autonome qui sera capable donc de faire tout, conduire la nuit quand il pleut, sur une petite route, à la place de l'Étoile, etc. Il dit pas avant 2040. Donc, quand vous entendez dire des choses sur l'IA, que vous allez monter à l'arrière de la voiture, ne soyez pas trop pressés de le faire. Monsieur Delahaye, 2040, c'est pas si loin. Mais attendez, moi, je dis pas avant 2040.
Oui, d'accord. Alors, j'ai quand même une question, si vous le permettez, puis ensuite, je propose au procureur et à monsieur le juge de poser leurs questions et à l'avocat de la défense. Vous avez pris la tête d'une campagne internationale contre les armes intelligentes. J'ai pas pris la tête, j'ai signé la lettre. Vous étiez au démarrage de cette opération, non? Non, j'ai signé la lettre. On m'a balancé. Vérifiez qu'est-ce que vous faites. Il n'empêche que si vous avez signé cette pétition, ou cette cabale contre les armes intelligentes, ça veut dire qu'elles vous inquiètent, ces armes intelligentes. Or, à partir du moment où vous nous dites, faut pas trop avoir peur de l'intelligence artificielle, lorsqu'elles sont armées, elles vous foutent la trouille. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous savez, on utilise des drones qui vont effectivement sur les terrains d'action en Afghanistan, etc., et qui visent. Les drones qu'on utilise aujourd'hui sont tous conduits. C'est-à-dire que ce sont des avions qui ont une certaine autonomie pour ne pas piquer, etc. Mais quand ils arrivent sur le terrain, quand ils repèrent quelque chose qui pouvait être une cible, la cible recherchée, il y a quelqu'un aux États-Unis, en général, qui appuie sur le bouton qui déclenche le tir. Donc c'est donc des robots pilotés. Les drones fonctionnent selon ce principe-là. Il n'y a pas un très grand travail à faire pour réussir à ce que, une fois que le robot est arrivé à tel endroit, localisé précisément, il puisse prendre l'initiative tout seul sans que personne n'appuie sur aucun bouton, sans qu'aucun militaire donne l'ordre de le faire, qu'il tire lui-même sur toutes les personnes qui sont présentes dans les zones. Et cette autonomie possible qu'on peut donner aux armes, c'est quelque chose qui semble-t-il, même si, je précise bien, même si ces robots autonomes tueurs, parfois, n'ont pas une grande intelligence, ne sont pas capables forcément de distinguer une personne de sexe masculin d'une personne de sexe féminin, quelqu'un qui a un uniforme de quelqu'un qui n'en a pas, ou d'autres choses ça. Même s'ils n'ont pas une très grande intelligence, on peut quand même considérer que c'est une mauvaise chose de les créer. Et peut-être qu'on pourrait signer des accords internationaux pour ne pas développer d'armes qui aient la capacité de prendre l'initiative de tuer. Et le sens de la lettre que j'ai signée concernant les armes automatiques, c'était ça. C'est, si on peut éviter de développer des armes de ce type-là, ça serait mieux que si on les développe. Et donc, de même qu'il existe des traités pour que on n'utilise pas sur les terrains d'action militaire des armes aveuglantes, c'est-à-dire des armes avec des lasers qui visent toutes les personnes humaines qui se trouvent en face et puis qui leur envoient des rayons laser dans les yeux pour les rendre aveugles. Parce qu'on considère que c'est un petit peu inhumain, quand même, quelque chose c'est peut-être mieux de pas le faire, finalement. Donc, on signe des traités, comme pour les armes chimiques, comme pour les armes biologiques. L'idée de la lettre, c'est que pour les armes tueuses autonomes, donc l'État autonome, ce serait mieux qu'il n'y en ait pas. C'est ça l'idée. Mais ça signifie pas qu'on croit que ces robots sont aujourd'hui intelligents comme les D'accord. Maître Vella, est-ce que vous voulez poser une question? Oui, je voudrais rebondir sur cet exposé. Donc depuis lundi d'ailleurs à Genève, l'ONU s'est saisie de la question, vous le savez. J'apprends à mesdames et messieurs les jurés que donc l'ONU planche sur ces SALA, les systèmes d'armes létales automatiques, donc les robots tueurs qui font frémir, pour arriver peut-être à une réglementation, une interdiction, en tout cas un usage le plus sage possible de ces machines. Je voudrais poser une simple question, et vous l'aviez un petit peu abordé d'ores et déjà, sur la reconnaissance, par exemple, qu'un drone, un robot qui soit sous forme de chien à la Boston électronique ou autre, donc dans les bois, va voir une cible, et cette cible, qu'est-ce qui va la distinguer d'un ami ou d'un ennemi à neutraliser, selon l'expression consacrée? Est-ce que c'est la machine elle-même, en l'état actuel, j'entends, qui va déterminer en fonction de son uniforme, et vous l'avez dit, aujourd'hui, les méthodes non conventionnelles de conflit font que on peut difficilement reconnaître quelquefois dans une zone de combat qui est d'un côté et qui est de l'autre, comment cette machine va
déterminer qui abattre, qui sauver. C'est la personne qui est derrière dans son petit bureau à Washington ou ailleurs qui va appuyer son bouton, mais il va y avoir un déclic et cette machine va-t-elle... Maître, on avait dit question courte. C'est une question courte et la réponse sera qui va déterminer qui ou non abattre ou laisser en vie. Justement, aujourd'hui, c'est le pilote qui est dans une sorte de caisson de conduite qui dit bah oui ça va bien être lui qu'on cherche à abattre, donc on tire éventuellement 3 personnes autour, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. C'est le pilote qui décide. Si on utilisait des armes autonomes létales, on pourrait imaginer des procédures automatiques. Alors là, il faut quand même être un petit peu précis. Aujourd'hui, on sait très bien faire des systèmes de reconnaissance d'image qui sont assez bons, qui reconnaissent bien que c'est telle personne, c'est pas telle autre. Couplé, alors il faut évidemment que le robot en question soit assez proche des victimes potentielles. Couplé à un système de drone, on pourrait imaginer quelqu'un qui va un drone autonome, létal, qui ne tue que la personne qui a fait le village. Donc ça c'est pas possible. Mais justement, on peut imaginer des tas de choses comme ça. La science informatique et l'IA ne sont pas loin de pouvoir réaliser des choses comme ça, voire pourraient les réaliser en mettant un petit peu de moyens. Ce qui serait sage, c'est de ne pas le faire. C'est le sens de la lettre dont on parlait tout à l'heure. Monsieur le procureur, question courte. Oui, j'ai une petite question. Au-delà des robots tueurs, physiquement parlant, nous on parle beaucoup actuellement de robots tueurs, mais tueurs d'emploi. Et d'une certaine façon, l'une des grandes craintes que l'on entend s'exprimer, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Monsieur le juge en termes de grand remplacement des êtres humains dans l'entreprise par des robots ou par des algorithmes spécifiques. Ceci avec une logique où on nous dit parfois, au CDE, 70% des postes sont menacés, vont disparaître dans les 10 ans. Et puis d'autres vous disent, oui, mais en fait, ça sera 8%. En fait, on n'y comprend plus rien. Et derrière tout cela se profile une logique où l'on voit apparaître à chaque fois le terme intelligence artificielle et qui viendrait en fait remplacer les uns les autres, des avocats d'ailleurs, des journalistes, en fait tous les métiers du savoir seraient impactés. Quelle est votre opinion en la matière? Est-ce que c'est pour demain réellement? Est-ce que ça peut fonctionner ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à envisager autrement? Alors c'est compliqué parce que par exemple, donc moi je ne sais pas si c'est 8%. Mais il n'y a aucun doute que certains métiers peuvent être impactés par l'existence de systèmes automatiques qui n'ont pas forcément une grande intelligence. Je vais insister là-dessus. Et par exemple, il existe déjà des systèmes qui écrivent des articles de journaux automatiquement quand il s'agit de faire des commentaires sur des résultats sportifs ou météo. Ou il y a un autre exemple, c'est un article qui a été écrit avant tout autre article écrit par des humains sur une sorte de séisme qui avait eu lieu au large de la Californie, quelque chose comme ça. Donc ça existe, c'est possible. Ça ne remplacera pas tous les journalistes rapidement. Ça, je peux vous assurer que ça ne sera pas le cas. Donc il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas être faites rapidement parce qu'elles nécessitent une intelligence générale. On parle enfin d'IA forte que l'on pas et qu'on ne sait pas faire aujourd'hui réellement. Quand on parle en termes techniques, il y a quelque chose qu'on appelle le test de Turing. C'est un test d'indiscernabilité entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de machine qui passe le test de Turing. Et c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille que ça se produira. Donc, il y a toutes sortes d'emplois qui ne seront pas impactés. Maintenant, parfois, alors, puisqu'on parle d'algorithme, il met en danger, même quand il n'y a pas d'intelligence. Et je vais donner un exemple. Bon, vous avez tous entendu parler parce que c'est très à la mode en ce moment. Ce sont les monnaies cryptographiques, comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Le Bitcoin, c'est un système qui est à base de cryptographie. Mais au bout du compte, le protocole Bitcoin, c'est un algorithme qui fonctionne en divers lieux d'un réseau, etc. Mais il fonctionne automatiquement. Ont été déterminés au départ le taux d'émission des Bitcoins, c'est dans ce moment 12,5 toutes les 10 minutes. C'est un algorithme qui fonctionne et qui permet de faire une chose qu'on jugeait absolument impossible avant que le Bitcoin existe, donc avant 2009, c'est de
d'émettre une monnaie et en quelque sorte de la réguler, ou plutôt de réguler son émission et de faire qu'il n'y ait pas de fausse monnaie et de gérer les comptes de ceux qui détiennent cette monnaie. Donc c'est un algorithme, il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans, c'est plutôt de la cryptographie et ça remplace potentiellement les monnaies fiduciaires usuelles comme le dollar, l'euro, bien que ça ne soit pas fait, hein, pour raison garder, mais voilà, ça, les algorithmes peuvent jouer des rôles et remplacer certaines structures qui existent, en particulier, donc ici il s'agit de la monnaie, sans forcément qu'il y ait une intelligence très grande dans ces structures. Monsieur le juge, vous avez une question à poser? Ça va. Nous vous remercions, Monsieur Delahaye. Je pense que nous avons un petit peu mieux compris. Merci.